Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat à aborder chez les ex-musulmans. Comment ça se passe les relations compliquées entre un ex-musulman qui a quitté l'islam et sa famille musulmane? Parce que déjà la plupart des ex-musulmans qui ont perdu la foi, ils n'osent pas l'avouer à leur famille, à leurs amis, bref, tout leur entourage musulman, voilà, parce que dans la communauté musulmane, ceux qui ont quitté l'islam sont considérés en général comme des traîtres ou des criminels vis-à-vis d'Allah, donc forcément c'est un sujet tabou. D'ailleurs, et je vais être honnête, on ne sait pas combien il y a d'ex-musulmans actuellement en France ou dans le monde, on ne connaît pas leur véritable nombre, parce qu'il y a les rares ex-musulmans comme moi qui montrent leur visage et osent le dire publiquement avec les risques que cela comporte, mais la majorité des ex-musulmans vivent sans doute en secret, cachés parmi les musulmans. Beaucoup font semblant d'être toujours musulmans parmi leurs proches, parmi leurs familles. Ils cachent leur apostasie, ils cachent leur nouvel athéisme, ils mangent en cachette durant le ramadan et ils vivent donc avec la peur qu'on découvre un jour leur apostasie. Et ils ont évidemment des raisons d'avoir peur, puisqu'on va voir durant cette vidéo pourquoi en général ça se passe mal, très mal, quand les ex-musulmans se décident enfin à avouer à leurs parents, à leur famille qu'ils ont quitté l'islam. Alors vous avez été très nombreux à me demander de parler de ce sujet des relations familiales et communautaires entre les ex-musulmans et leurs proches musulmans. Et j'ai travaillé durant un an sur ce sujet par écrit, j'en ai même fait un livre, mon nouveau livre que je vous présente aujourd'hui, intitulé Ex-musulman, le guide de survie. Voilà, vous pouvez dès à présent le commander sur Amazon ou sur mon site internet magidoukasha.com. Les liens sont dans la description pour ceux qui veulent le lire. Dans ce livre, je vous raconte ce que ça fait, même dans les pays occidentaux, même ici en France, ce que ça fait d'être un ex-musulman, avec le regard de vos connaissances musulmanes qui changent sur vous, parce qu'ils vous pensent fou, destiné à l'enfer, avec le poids du déshonneur familial devant le reste de la communauté, avec les accusations d'être un traître qui veut ressembler aux Occidentaux, aux Français, qui a honte de ses origines, ça c'est un grand classique, et tant d'autres accusations psychiatrisantes. J'analyse aussi dans ce livre quelle est la meilleure manière pour les apostats d'annoncer à leurs proches musulmans qu'ils ont quitté l'islam, et aussi donc quelle est la pire manière de l'annoncer si vous voulez éviter que ça se passe mal, avec quels arguments les convaincre que vous avez eu raison de quitter l'islam, avec quels arguments les aider à vous comprendre, à vous tolérer, et si rien de ce que vous allez dire ne fonctionne, que faire en cas de rejet, en cas de conflit avec, voilà, par vos proches musulmans, ce qui hélas arrive très souvent. Et justement, j'aborde aussi ce sujet difficile parce que de nombreux ex-musulmans soit n'osent pas avouer à leur famille qu'ils ont quitté l'islam, soit ils leur ont dit et ça s'est mal passé, et dans tous les cas, voilà, ces apostats ont été obligés de fuir leur famille, leur communauté, pour refaire leur vie loin de leurs proches qui les rejettent, les empêchent de vivre librement, ou même les menacent, voilà. On en trouve d'ailleurs régulièrement dans la presse régionale ou nationale française des cas d'agression physique contre des musulmans non pratiquants ou des ex-musulmans, souvent par leur propre famille, pour des motifs de désobéissance religieuse ou pour déshonneur familial vis-à-vis de l'islam. Et dans ce livre d'ailleurs, j'en donne des exemples arrivés ces dernières années un peu partout en France pour prouver que ce risque est réel. C'est d'ailleurs anormal que, même dans un pays libre, laïque et occidental comme la France, il soit dangereux pour un ex-musulman d'avouer publiquement qu'il a quitté l'islam ou de ne pas pratiquer l'islam. Vous pensiez peut-être que ça arrive que dans les théocraties islamiques du Moyen-Orient, mais non, même encore actuellement en France, voilà, les ex-musulmans courent un risque, dans le moins pire des cas, un risque de rejet familial, de pression communautaire, mais ça peut aller jusqu'à des menaces de violence et de mort et des agressions physiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter ce que ça fait d'être un ex-musulman, soit qui cache son apostasie et doit faire semblant au quotidien en public devant sa famille, devant les autres, qu'il est toujours musulman alors que secrètement il n'y croit plus en l'islam. Et je vais aussi vous raconter le total contraire, c'est-à-dire toutes les difficultés et les conséquences que vivent les ex-musulmans qui ont osé avouer à leurs proches musulmans qu'ils ont quitté l'islam. Ce sont les sujets que je vais vous présenter aujourd'hui durant cette vidéo qui va vous résumer les meilleurs arguments et les principales idées fortes
que je développe dans mon nouveau livre. Alors on va commencer par le premier sujet dont je parle dans le premier chapitre de ce livre. On va partir du constat de départ pour comprendre l'origine du problème. En fait, il existe deux menaces contre les ex-musulmans. Soit vous êtes un ex-musulman qui vit dans un pays islamique, où le pouvoir politique et la justice interdisent de quitter l'islam, car même encore en ce début de 21e siècle, aucun pays islamique dans le monde n'a autorisé ses citoyens à quitter l'islam, et la plupart de ces pays islamiques ont des lois criminalisant la perte de foi en l'islam, avec des lois punitives comme la déchéance des droits civiques, des droits familiaux, genre perdre la garde de ses enfants, des peines de prison, voire la peine de mort encore appliquée dans les pires pays islamiques du monde. Mais les ex-musulmans, qui vivent en Europe par exemple, en Occident, en France, risquent aussi une autre forme de danger, c'est la persécution ou la vengeance communautaire ou familiale contre les ex-musulmans. Et je vous ai listé justement dans ce livre des cas d'agression, par exemple pour cause de non-respect du ramadan, voilà, des agressions violentes qui parfois finissent avec des hospitalisations, pour par exemple un adolescent âgé de 13 ans qui avait été surpris en train de manger une sucette pendant le ramadan, il a fini à l'hôpital, ou même un autre homme qui a été frappé et qui a fini dans le coma parce qu'il avait bu un café durant le ramadan. Voilà, tout ça s'est passé en France, pays non islamique je le rappelle. Et il y a aussi ces cas des jeunes femmes en France nées dans des familles musulmanes, mais qui au début de l'âge adulte se sont détournées de l'islam en se choisissant par exemple un conjoint français non musulman, voilà. Et beaucoup ont été kidnappés, séquestrés, tondus, frappés, en général par des membres de leur famille qui voulaient venger leur honneur familial entre guillemets, parce que ces femmes ont désobéi aux lois islamiques pour aller vivre une vie de, comment dire, de femme libérée, voilà, qui se met en couple avec un non-musulman. Donc vous avez ces deux menaces contre les ex-musulmans, soit la menace de la justice légale de pays islamiques, voilà, soit la justice communautaire ou familiale. Voilà. Et ces deux menaces ne viennent pas de nulle part, ça vient des textes islamiques qui criminalisent depuis le départ, depuis l'origine de l'islam, la non-croyance envers l'islam, voilà, le fait de quitter l'islam, tant par Allah dans le Coran que par Mohammed dans sa sunna. Les exégètes et les savants musulmans y valident cette criminalisation de l'apostasie. Voilà, c'est pour ça que les ex-musulmans sont considérés comme des traîtres à leur communauté, peu importe le pays où vivent ces apostats. Et il y a aussi un autre problème. Comment voulez-vous que ça se passe bien quand un ex-musulman annonce à ses proches qu'il a quitté l'islam, alors que quand il leur annonce qu'il a quitté l'islam, si vous voulez, quelle est la question que son entourage musulman va lui poser spontanément après cette annonce? Normalement, l'entourage musulman, il va avoir pour réflexe de lui dire « Mais pourquoi tu as quitté l'islam ? Pourquoi tu ne crois plus en l'islam ?» C'est une question tout à fait naturelle qui vient juste après. Donc ils veulent connaître la raison. Or, il est impossible, et je dis bien impossible, de répondre à cette question « Pourquoi as-tu quitté l'islam ?» sans critiquer l'islam. C'est pas possible. Si vous devez expliquer à des musulmans pourquoi vous avez quitté l'islam, vous êtes obligé d'expliquer ce que vous n'aimez pas dans l'islam. C'est normal. Il y a bien quelque chose que vous n'aimez pas dedans qui vous a fait quitter l'islam. Et donc, vous êtes obligé de faire la critique de l'islam. Or, une critique, c'est un crime, voilà, la critique d'Allah, de ses lois, les agissements du prophète Mohammed, ou accuser le prophète Mohammed d'être un faux prophète ou un menteur. Donc, bon courage pour réussir l'exploit d'expliquer à votre famille musulmane pourquoi vous avez quitté l'islam, mais sans donner la moindre critique envers l'islam. A priori, c'est impossible. Et il y a encore un autre problème que vont rencontrer les ex-musulmans qui veulent avouer à leurs proches musulmans qu'ils ont perdu la foi en l'islam, c'est les superstitions. Et en fait, ça explique pourquoi les ex-musulmans ne sont pas pris au sérieux dans la communauté musulmane. Beaucoup de textes sacrés, d'imams ou de théologiens célèbres dont les masses musulmanes boivent les paroles, eh ben, ils nous présentent, nous les ex-musulmans,
comme étant des gens égarés par Dieu, envoûtés, égarés par le diable, maudits par Dieu, ensorcelés, fous, sous influence des mécréants occidentaux, déficients intellectuellement. Ou bien ils disent que les ex-musulmans tournent le dos à la communauté islamique ou à l'islam pour lécher les bottes et pour se faire accepter par les Français. C'est pour ça que la plupart des ex-musulmans qui ont essayé d'avouer à leur famille, à leur entourage islamique qu'ils ont quitté l'islam, ils se sont retrouvés face à un mur, voilà, qui refuse de les écouter parce qu'un ex-musulman qui essaie d'expliquer qu'il a quitté l'islam à sa famille, il se sent parfois vraiment comme un individu saint d'esprit enfermé par erreur dans un asile psychiatrique, et il a beau supplier les gardiens de l'asile de leur dire « je vous jure, je suis pas fou, je suis parfaitement saint d'esprit, j'ai rien à faire ici », mais en fait il se retrouve face à des gens intransigeants qui refusent de l'écouter, qui sont persuadés voilà, qu'il est fou, quoi qu'ils disent, parce que le discours de l'ex-musulman n'a aucune valeur, parce que les ex-musulmans sont accusés de 1000 superstitions dans l'islam. Voilà, genre les ex-musulmans, ils ont été détournés de l'islam par le diable qui aurait enfoncé la maladie du doute dans leur cœur et ça s'est propagé dans leur corps. Ou alors Allah, il fait sortir de l'islam les gens qui maudit et détestent. Et dans le Coran, Allah, il enseigne aussi que les mécréants sont les pires créatures et que seuls les doués d'intelligence comprennent l'islam, donc l'ex-musulman doit forcément être stupide, être fou, etc. Vous voyez, c'est dur pour les apostats de convaincre une famille musulmane que vous avez quitté l'islam pour des raisons logiques et rationnelles, alors que la religion de ces gens dit que ceux qui sortent de l'islam ont été touchés par des créatures imaginaires, des troubles psychologiques et des superstitions envoûtantes. Comment voulez-vous passer pour un individu crédible intellectuellement quand vous quittez l'islam et tentez de l'expliquer à vos proches musulmans? Donc voilà, on a acté ce premier point, que les ex-musulmans sont mal vus, diabolisés, criminalisés dans l'islam. Ils sont trop souvent en danger, même dans leur communauté, subissant des pressions, du rejet, voire parfois des menaces et des agressions. Et enfin que c'est très difficile, voire parfois impossible pour eux de s'expliquer avec leur communauté ou avec leur famille, puisqu'on les accuse de maux psychiatriques, on les accuse d'être envoûtés par le diable, égarés par Dieu, donc leurs tentatives d'explication devant leur famille ne sont pas prises au sérieux. Ça, c'est le point de départ, voilà, le sentiment de solitude, de danger et d'être incompris par leurs proches que vivent tous les nouveaux ex-musulmans. Alors on passe à l'étape suivante, le deuxième sujet important. Quand un ex-musulman vient tout juste de quitter l'islam, c'est troublant pour lui les premiers jours, c'est une libération. Mais tu te sens aussi un peu perdu, c'est nouveau. Parce que voilà, tu as cru en Allah toute ta vie, et soudainement tu sors de la matrice, tu réalises que toute ton éducation religieuse et culturelle était basée sur un mensonge. Voilà, tu vois la réalité autrement, et tu dois donc recommencer une nouvelle vie. Et donc, en général, au début, le nouvel apostat, il va garder son apostasie secrète pour lui et n'en parler à personne ou presque personne. Soit il garde ça secret pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois dans le meilleur des cas, soit il va garder son apostasie secrète pendant des années s'il le faut, voire même toute sa vie s'il n'a pas le choix. Mais en général, la plupart des ex-musulmans passent donc tous par cette phase au début. Ils ont besoin au départ durant un certain temps, de cacher leur apostasie, par exemple à leur famille ou leurs amis, collègues, voisins musulmans, par crainte de leur réaction négative, comme on l'a vu précédemment. Mais le problème, et c'est le sujet du deuxième chapitre de mon livre, c'est que les ex-musulmans, ils peuvent cacher leur apostasie par leur silence, ou au contraire par leurs paroles, en mentant, en prétendant avec la bouche qu'ils sont toujours musulmans, mais leurs actes peuvent les trahir, c'est ça le problème. Les ex-musulmans, ils peuvent dire qu'ils sont musulmans, mais ils doivent également se comporter comme des musulmans, même s'ils n'en ont pas envie, et ça change tout. Je vous donne un exemple. En général, tous les musulmans du monde entier, que ce soit les musulmans ultra pratiquants de type salafiste, ou les musulmans occidentalisés de base qui prient pas, qui résument leur temps libre entre la PS4, les mangas et le rap, tous ces musulmans en général, peu importe le degré de pratique, ils ont 3 pratiques publiques communes. Voilà, 3 pratiques auxquelles ils sont obligés d'obtempérer en public. Ces 3 interdits alimentaires, vous les connaissez. Interdiction de manger du porc,
interdiction de boire de l'alcool, et enfin interdiction de manger ou boire quoi que ce soit durant le jeûne de Ramadan. Aussi longtemps qu'un apostat secret qui cache son apostasie ne mange pas de porc en public, ne boit pas d'alcool en public et ne rompt pas son ramadan en public, en plein jour, eh ben, il ne se fera pas démasquer. Mais sur le long terme, le projet qui consiste à cacher son apostasie à ses proches, il est difficilement tenable par la plupart des ex-musulmans et il ne se résume pas qu'à des questions de nourriture. Parce que par exemple, vivre sa vie humaine, sa vie quotidienne, c'est aussi par exemple un projet de long terme, comme le fait de se marier un jour et avoir des enfants. Mais par exemple, on va prendre une ex-musulmane secrète qui un jour veut se mettre en couple, se marier, elle n'a pas forcément envie de se marier avec un homme musulman pour faire plaisir à sa famille, même si dans l'islam le père doit valider obligatoirement le futur mari qui donnera à sa fille, mais cette ex-musulmane secrète, elle peut tomber amoureuse ou préférer se mettre en couple avec un non-musulman qui l'obligera pas à pratiquer le ramadan ou la prière sous son propre toit. Or, dans l'islam, une musulmane a interdiction d'être en couple avec un non-musulman, sourate 2, verset 221. C'est pour ça voilà, que beaucoup de femmes apostates fuient parfois leurs parents et déménagent dans une autre ville ou un autre pays, par exemple, pour vivre leur vie amoureuse librement. Parce que si une apostate secrète fait semblant d'être musulmane en se mariant par exemple, son mari musulman, il s'attendra à ce qu'elle lui obéisse comme Allah l'a voulu, il s'attendra à ce qu'elle fasse le ramadan, la prière, à ce qu'elle éduque leurs enfants communs dans l'islam, mais cette apostate secrète, elle n'a pas envie de laver le cerveau de ses enfants avec les superstitions et les menaces islamiques. Donc vous voyez, vos choix amoureux, ils peuvent traduire votre apostasie, et un ou une ex-musulmane qui épouse voilà, un non-musulman, une ex-musulmane, ou donne du porc à ses enfants, ça va trahir son apostasie voilà, quand son entourage islamique le découvrira. Un apostat qui se cache de sa communauté musulmane peut d'ailleurs aussi se trahir, pas forcément sur le plan amoureux, mais ne serait-ce que dans son comportement, en changeant de personnalité, de comportement individuel, social avec les autres, avec un nouveau look plus occidental qu'il va adopter et qui ne lui ressemble pas, disons, avec un nouveau discours qui cesse d'invoquer Allah toutes les deux phrases comme auparavant il avait peut-être l'habitude d'en avoir, avec de nouvelles fréquentations mécréantes vis-à-vis desquels il mettait pourtant une certaine distance jusqu'alors, avec aussi son comportement sur Internet si je puis dire, par exemple s'il laisse des likes ou des commentaires sur les réseaux sociaux, alors qu'il est censé être un apostat secret, mais il laisse des likes sur des discours athées, des commentaires sur des discours anti-islam, et que des musulmans de sa famille remarquent par hasard ce comportement sur Internet, ou alors il tombe sur des livres haram retrouvés sous son lit. Bref, un ex-musulman, un ex-musulman secret, j'entends bien, voilà, qui se cache de ses proches, il peut accumuler des comportements qui vont créer de la suspicion par ses proches. Donc sur le long terme, la plupart des apostats, ils ont ces deux choix limités, fuir leur famille, déménager loin, refaire leur vie, ou alors tout avouer à leur famille afin de vivre leur apostasie tout en continuant à voir et côtoyer leur famille malgré les risques. Alors on arrive maintenant à la troisième étape. Un ex-musulman secret qui n'a pas encore avoué publiquement qu'il a quitté l'islam, mais qui veut en parler à ses proches, ou à certains de ses proches, voilà. Que doit-il réunir comme condition avant de leur en parler? Eh bien, il y a une première condition indispensable. C'est la condition numéro 1 pour un apostat qui veut avouer son apostasie à un musulman, l'indépendance financière. Vous devez être financièrement indépendant de chaque personne à qui vous allez avouer votre apostasie, et je vais vous expliquer pourquoi dans ce troisième point. Alors déjà, la plupart des apostats, ils se demandent: comment vais-je pouvoir commencer la discussion avec mon père ou ma mère pour lui avouer que j'ai quitté l'islam? Et pourtant, la première question à se poser, c'est pas comment vais-je pouvoir commencer la conversation, mais plutôt comment vais-je pouvoir terminer la conversation? Parce que, par exemple, si vous êtes un adolescent, voilà, apostat, qui vit encore chez ses parents et qui est encore dépendant financièrement de ses parents,
c'est pas vous qui finissez la conversation, ce sont vos parents. Si vos parents parlent avec vous et qui veulent que la conversation continue, elle continuera. Si vous voulez vous réfugier dans votre chambre entre guillemets, parce que vos parents vous engueulent trop, ils vous reprochent d'avoir quitté l'islam, vos parents, légalement, ils ont le pouvoir de vous poursuivre dans la maison, d'ouvrir la porte de votre chambre et de continuer de vous gronder, de vous sermonner, parce que c'est pas votre chambre en fait, c'est la chambre de vos parents qui en sont les propriétaires ou qui paient le loyer. Donc la maison parentale, c'est pas forcément un espace de liberté et de tranquillité pour un adolescent ex-musulman. En plus, vous êtes un adolescent de, par exemple, 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Vous n'êtes donc pas encore un adulte. Et déjà, souvenez-vous que je vous ai expliqué que les ex-musulmans passent pour des fous quand ils essaient d'expliquer à leur entourage musulman qu'ils ont quitté l'islam. Mais avec votre jeune âge, vos parents musulmans, ils peuvent ajouter une accusation supplémentaire pour décrédibiliser votre parole d'apostat, votre supposée immaturité. Vous ne savez pas ce que vous dites, vous manquez de maturité. Vos critiques de l'islam, elles sont dues à l'innocence, à la bêtise de la jeunesse, voilà. Vous êtes influençable. Et en plus, vous trahissez vos parents et leur éducation qu'ils vous ont donnée, et l'honneur familial, évidemment. Et je vais même vous dire pire, que vous ayez des parents autoritaires qui savent que hurler sur vous, ou au contraire que vous ayez des parents qui ne sont pas en colère, mais extrêmement inquiets par amour pour vous, à cause de votre apostasie. Et bien dans ces deux cas extrêmes, le résultat sera le même. Vous subirez un lobbying quotidien, vous subirez quotidiennement des discussions étouffantes et permanentes par vos parents qui vous diront que c'est l'enfer qui vous attend et que vous devez revenir à l'islam et comme vous vivez sous le toit de vos parents, ils pourront vous imposer ce genre de discussion autant qu'ils le voudront, que ce soit par colère contre vous ou que ce soit par amour pour vous. C'est pour ça que l'indépendance financière est capitale. Avoir son revenu personnel, son logement personnel sécurisant et non pas vivre et manger dans le frigo de celui à qui vous allez avouer votre apostasie. Parce que déjà un ex-musulman adulte qui a son métier, il a son logement, il peut franchir la porte de la maison de ses parents ou ses amis et leur parler un peu plus franchement de son apostasie. Parce que son indépendance financière, elle lui donne le pouvoir de cesser la conversation à tout moment, dès qu'il en a envie, dès qu'il sent que tout a été dit, dès qu'il sent que la conversation n'avance pas, dès qu'il sent que le temps est venu pour chacun de rentrer chez soi, surtout vous, pour réfléchir, voilà. Et vous avez donc votre chez-soi, votre chez-vous indépendant qui vous permet de vous y réfugier. C'est pour ça que je conseille en général aux jeunes ex-musulmans qui m'écrivent parfois et qui vivent encore chez leurs parents, qu'il faut hélas, trop souvent, patienter, voilà, si vous avez des parents qui sont rigoristes, dangereux et autoritaires. Imaginez tout le pouvoir de nuisance qu'ils pourraient avoir en apprenant votre apostasie. Vous faire un chantage financier avec vos études alors que vous avez besoin d'intégrer une école importante, ou vous changer de lycée parce qu'ils ont peur de l'influence de l'enseignement laïque et occidental qu'on vous y a donné et qui vous aurait dévié de l'islam, vous enlevez votre téléphone portable et internet pour vous isoler et vous couper de toute influence extérieure potentiellement anti-islamique, ou bien vous interdire de voir vos amis non musulmans à cause de leur supposée mauvaise influence sur vous, ou pire, vous envoyer dans un pays islamique en stage de rééducation religieuse. Et aux adultes musulmans, donc je donne le même conseil, l'indépendance financière. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout le monde, mais admettons une possibilité. Si, quand vous étiez croyant, lorsque vous étiez croyant, par exemple, vous avez entendu un jour votre patron, votre supérieur hiérarchique musulman au travail, qui a le pouvoir de vous virer, ou votre colocataire qui vous héberge gratuitement chez lui, vous dire en privé qu'il déteste les non-musulmans, ou qui soutient voilà, la charia, les pires lois de la charia, eh bien il y a peut-être un risque, si vous leur avouez votre apostasie, que l'un ou l'autre ne nuise à votre carrière professionnelle ou votre survie alimentaire par exemple. Voilà, donc c'est ça la réalité. Celui qui contrôle votre survie physique, financière, alimentaire et qui vous en sait un minimum redevable ou obéissant en retour, mais qui ne tolère pas votre décision de quitter l'islam, eh bien il peut tout vous faire subir dans l'absolu. Il peut vous faire subir
il peut vous faire la morale, il peut vous engueuler, il peut vous faire du chantage, concrètement ou plus ou moins concrètement, il peut vous faire de la pression psychologique, il peut vous faire comprendre que vous pouvez vous retrouver à la rue si vous le contrariez. Alors on passe à la quatrième étape que j'aborde dans le quatrième chapitre de mon livre. Quelle est la meilleure manière d'annoncer votre apostasie à vos proches musulmans, à votre famille? Mais avant de réfléchir à votre discours, avant de réfléchir à comment je vais leur annoncer, vous devez d'abord trouver les bonnes personnes à qui vous allez en parler. Vous devez d'abord identifier les bonnes personnes tolérantes et dignes de confiance à qui vous pouvez avouer votre apostasie. C'est vraiment les deux critères de sélection de vos confidents. Il faut d'abord que ce soit des gens qui savent garder un secret, qui ne sont pas trop bavards, qui ne vous font pas prendre le risque de faire fuiter votre secret auprès de n'importe qui. Si jamais vous avez choisi de ne divulguer votre apostasie qu'à un nombre limité de confidents, ce qui signifie que vous cacherez votre apostasie à d'autres gens. Et ensuite, évidemment, les musulmans à qui vous allez avouer votre apostasie, ils doivent tolérer votre annonce. Voilà, ils doivent tolérer votre renoncement à l'islam. Vous devez donc sélectionner des musulmans parmi vos proches que vous jugerez suffisamment ouverts d'esprit et qui ne vont pas vous détester après votre annonce. Même s'ils désapprouvent votre choix de quitter l'islam, ok, mais ils doivent quand même accepter votre choix et continuer par la suite de vous respecter. Une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes à qui vous confier dans votre famille, parmi vos amis, vous devez donc trouver le bon moment aussi pour leur parler de votre apostasie. C'est un sujet important et moi je vous conseille de ne pas en parler genre au boulot durant une pause d'à peine 10 minutes, une pause café de 10 minutes à la machine à café avec des bruits de photocopieuse autour, avec des gens qui passent, qui vous interrompent en disant salut ça va, avec des gens qui crient un peu partout parce qu'ils s'interpellent à distance quand ils se parlent, avec des sonneries de téléphone impromptues en bruit de fond. Non, essayez aussi d'en parler si possible en évitant comment dire, d'en discuter à une amie, même si c'est pas au boulot, c'est chez elle par exemple, mais si elle est au milieu de ses enfants qui jouent ou qui crient parce qu'ils sont malades, elle est stressée, elle est préoccupée, elle travaille sur un truc urgent en même temps. Voilà, vous avez, vous, les apostats, vous avez le droit d'exiger moralement que les musulmans à qui vous allez avouer votre apostasie se montrent un minimum attentifs à votre annonce. C'est normal, c'est très bien. Mais veuillez au moins mettre ces musulmans dans les meilleures conditions pour vous écouter. Donc moi je vous dis, dans l'idéal, par exemple, c'est bien de discuter seul à seul, autour d'un café ou d'un thé à la maison ou dehors. Ayez dans l'idéal 1 heure, 2 heures, 3 heures devant vous, voilà, pour parler sans être interrompu, voilà, pour annoncer cette apostasie. Ça vous laissera le temps de bien vous expliquer, d'écouter les impressions en retour de la personne à qui vous avouez votre apostasie. Vous pourrez y réagir également, voilà, tout en ayant l'attention maximale du musulman ou de la musulmane avec qui vous allez discuter tranquillement pour avouer votre apostasie. Je vous conseille aussi d'éviter, autant que possible, les annonces de groupe, genre vous seul face à beaucoup de personnes, à plusieurs personnes en même temps. Par exemple, si vous annoncez, disons, à 5 personnes en même temps, des amis, des collègues ou de la famille que vous avez quitté l'islam, déjà ce sera un dialogue plutôt déséquilibré. Imaginez 5 personnes qui ont 5 réactions différentes contre vous seul. Certains sont énervés, d'autres vous coupent la parole, plusieurs en même temps vous posent des questions différentes. Vous allez vous sentir vraiment assailli de toutes parts. Et parfois même, un interlocuteur, il réagira pas de la même façon selon que vous lui en parlez seul à seul, donc juste seul avec vous, ou selon qu'il soit en présence d'autres personnes et il n'osera pas dire ce qu'il pense. Je vous donne un exemple. Un fils ex-musulman avoue seul à son père qu'il a quitté l'islam, et ils sont seul à seul, son père est déçu, mais il accepte quand même de se montrer ouvert, d'en parler, de chercher à comprendre la décision de son fils. Maintenant, imaginons une réalité alternative. Ce fils, il fait cette annonce à toute la famille musulmane, en même temps. Le père, la mère, les frères et les sœurs. Donc tout le monde est présent. Et là, tout à coup, le père, il n'a plus le même discours. Il va plus dire à son fils apostat « Je respecte ton choix de quitter l'islam, de m'en parler », parce que le père, il se sait écouté par le reste de la famille. Il a peur en tant que guide éducatif de valider devant les autres enfants de sa famille
de valider le mauvais exemple de son enfant apostat. Ce père, il a peur que si il dit devant tout le monde «j'accepte ta décision de quitter l'islam», voilà, s'il dit ça devant ses autres enfants, il a peur que ça revienne à donner indirectement à ses autres fils ou filles potentiellement l'autorisation de faire pareil un jour. Et il reste bien évidemment la question la plus importante donc, comment vous allez leur annoncer que vous avez quitté l'islam? Sur le fond, voilà. De quelle manière? Avec quel discours? Avec quels mots? Quels arguments? Moi, je vous conseille déjà de dire la vérité. Donnez vos vraies raisons, avec vos mots, vos impressions, des raisons sincères. Vous savez vous-même pourquoi vous avez décidé de quitter l'islam mieux que quiconque. Vous savez vous-même mieux que quiconque ce qui se passe dans votre tête. Et votre vérité sera toujours la meilleure des raisons à exprimer. Mais c'est vrai qu'il existe, en tout cas en général, deux types d'arguments qui sont invoqués par les ex-musulmans, qui expliquent pourquoi ils ont quitté l'islam. En général, il y a les arguments rationnels et les arguments moraux qui font quitter l'islam. Ce sont les arguments rationnels, par exemple, les erreurs scientifiques dans le Coran, les contradictions dans le Coran, l'absence de preuves de l'existence d'Allah, ou alors l'absence de lien entre le Coran et Dieu et Allah. Et les arguments moraux, plus subjectifs on va dire, ce sont toutes les horreurs, toutes les violences qui vous indignent, qui vous répugnent dans le Coran. Le droit de frapper son épouse désobéissante, sourate 4 verset 34 que vous connaissez, le droit d'avoir des esclaves, la peine de 100 coups de fouet contre ceux qui font l'amour en dehors du mariage, la criminalisation des non-musulmans qui vont en enfer, le mariage du prophète Mohammed avec une petite fille âgée de 6 ans, etc. N'apprenez pas nécessairement par cœur un argumentaire, même si ça peut être utile effectivement, de ne pas être pris au dépourvu, d'avoir toujours des arguments. Ça peut être un bon complément d'explication, mais le plus important, ça reste quand même de donner tout simplement les véritables raisons qui vous ont fait perdre la foi en l'islam. C'est déjà la base selon moi. Certains ex-musulmans perdent la foi pour des raisons seulement scientifiques, ils n'auront jamais de raison morale. D'autres, inversement, juste des raisons morales à donner, pas de raisons scientifiques. D'autres, ils ont ces deux types de raisons en même temps. Voilà. En tout cas, plus vous donnez d'arguments solides et vérifiables par les musulmans à qui vous expliquez les raisons de votre apostasie, et plus vous leur donnez l'impression que votre décision de quitter l'islam, c'est une décision sérieuse et réfléchie. Voilà. Quels sont les arguments à éviter, les arguments à citer, les arguments efficaces, quand est-ce qu'ils fonctionnent, comment esquiver les objections les plus courantes, tout ça j'en parle dans mon livre, vous verrez. Alors on passe maintenant à la 5e étape qui traite d'un événement qui, hélas, arrive trop souvent. Que se passe-t-il quand ça ne marche pas, quand un ex-musulman a eu beau s'expliquer avec son père, son frère, son meilleur ami musulman, il fait quand même face à un musulman intransigeant, qui veut rien savoir. Il est intolérant, il réagit mal à son annonce d'apostasie, vraiment il le rejette, il cherche même pas à comprendre, voire même il le menace. Comment réagir face à cette situation? Alors d'abord, sachez qu'un ex-musulman doit rappeler aussi souvent que nécessaire à ses proches musulmans à qui il avoue son apostasie, qu'il n'accepte pas de se faire gronder, qu'il n'accepte pas de se faire engueuler ou menacer. Vous êtes un apostat ou une apostate qui parle à son père musulman, à son frère musulman, à son ami musulman ou musulmane. Vous n'êtes pas un accusé qui parle devant un juge au tribunal. Ensuite, sachez qu'il existe quelques arguments infaillibles ou quasi infaillibles que vous pouvez utiliser face à un proche musulman qui réagirait mal à l'annonce de votre apostasie. Je vais vous en donner 3 exemples qui sont des raisonnements logiques binaires. C'est hyper efficace comme méthode. Je vais vous citer juste 3 exemples, mais j'en ai listé beaucoup plus dans mon livre. Alors le premier argument à utiliser face à un proche musulman mécontent de votre annonce d'apostasie, c'est tout simplement de lui tenir le discours suivant. Dites-lui, écoute, j'avais 2 choix. Soit je te disais la vérité sur mon apostasie, soit je continuais de te mentir en te faisant croire que j'étais toujours musulman. Alors tu préfères quoi? Que je te mente et que je fasse semblant d'être musulman en ta présence, ou bien que je te dise la vérité? Normalement, un musulman un minimum raisonnable, il ne peut pas vous reprocher de lui avoir dit la vérité dans l'absolu, surtout si c'est un de vos plus proches qui vous aime et qui a confiance en vous. Il ne voudrait pas que vous lui mentiez. Vous lui proposez un dilemme simple finalement. Soit je te mens, soit je te dis la vérité.
Même un musulman hyper croyant qui croit en des choses irrationnelles, il préfère avoir accès à la vérité plutôt que de s'en voir priver l'accès. Et rappelez d'ailleurs à ce musulman que votre décision n'est pas forcément définitive si c'est vous convaincre évidemment. Et donc, si votre proche musulman, pour des motifs d'espoir de son côté, s'il maintient le dialogue avec vous malgré l'annonce de votre apostasie, parce qu'il estime que chaque nouvelle occasion de dialogue entre vous, ça lui donne une nouvelle opportunité d'essayer de défendre l'islam et de vous convaincre de changer d'avis. Donc si c'est nécessaire, laissez-lui cet espoir à votre proche musulman de vous convaincre que l'islam c'est bien ou c'est la vérité. Même si vous savez que vous ne reviendrez pas à l'islam, écoutez-le quand même. Du moment que vous vous écoutez mutuellement tous les deux de façon équitable, du moment où vous avez droit d'émettre des objections face aux arguments de l'autre, au moins ça maintient le dialogue et l'écoute entre vous. Donc ça c'est une première raison, voilà, une première méthode pour lui faire accepter que vous lui avez avoué votre apostasie. Vous avez choisi dans l'absolu de lui dire la vérité au lieu de continuer à lui mentir et vous maintenez le dialogue avec lui. C'est ainsi qu'il faut présenter les faits. Second argument qui est à utiliser face à un proche musulman mécontent de votre annonce d'apostasie, demandez aux musulmans énervés par exemple par votre décision de quitter l'islam s'ils trouvent que l'islam et les musulmans ont plutôt une bonne image ou plutôt une mauvaise image dans le monde. Normalement, s'il a un minimum lucide et honnête, il dira que l'islam et les musulmans ont évidemment une plutôt mauvaise image généralisée à travers le monde, à travers les pays non islamiques notamment évidemment. Eh bien répondez-lui alors, s'il vous dit ça, que sa réaction agressive quand vous lui avez annoncé que vous avez quitté l'islam, eh bien en fait, elle ne fait que confirmer et entretenir cette mauvaise image. Parce que ceux qui détestent le plus l'islam partout dans le monde, ils soupçonnent l'islam de rendre les gens sectaires, agressifs ou dangereux, et bien la réaction colérique de votre interlocuteur musulman, elle ne fait que confirmer ces accusations. Et enfin, troisième type d'argument qui va vous permettre, disons, de retourner l'accusation d'un interlocuteur musulman contre lui-même, si jamais il ne tolère pas votre annonce d'apostasie ou votre critique de l'islam. Par exemple, si votre ami ou proche familial musulman, il est en colère parce que vous lui avez expliqué pourquoi vous avez quitté l'islam, par définition, ce musulman est, comment dire, il est en colère parce que vous avez défendu une position anti-islam en vous justifiant devant lui, ça ne lui a pas plu. Ce musulman, il est énervé parce qu'il aime l'islam, il défend l'islam, et il ne supporte pas d'entendre un point de vue critique sur l'islam. D'accord, ça c'est la base. Eh bien, à partir de cette situation, si vous êtes un apostat, voici ce qu'il faut répondre à ce musulman. Moi, je lui tiendrai le discours suivant. D'accord, je comprends. T'es énervé parce que j'ai critiqué l'islam devant toi, et ça t'a déplu. Donc, si je ne peux pas te dire ce que je pense vraiment de négatif sur l'islam, eh bien il me reste que deux possibilités. Soit je te mens en ne te disant que du bien de l'islam devant toi pour te faire plaisir, mais par derrière, je ne vais pas aimer ta religion et je vais la critiquer, donc tu souhaiterais que je sois un menteur et un hypocrite en te côtoyant. Ou alors l'autre solution, c'est que dès qu'il y a le sujet de l'islam dont tu me parles, moi je refuse de te répondre. Je pars, je te fuis sans dire un mot. En fait, tu me demandes soit de te mentir, soit de te fuir. Mais moi, si j'étais à ta place de musulman, imagine l'humiliation intellectuelle et sociale que je ressentirais si j'avais une religion et que tous les gens autour de moi parlaient dans mon dos en disant que je suis un enfant caractériel à qui il ne faut surtout pas dire la vérité, il faut lui mentir, il faut valider son discours, sinon il va pleurer. Oui, oui, petit garçon, c'est ça, le Père Noël, il existe. T'as raison, c'est bien. Et surtout, rappelle-toi, ne cherche pas plus loin. Non, t'es incapable de le faire. Nous, on peut. Toi, tu peux pas. Imaginez vraiment ce musulman arriver devant des collègues de travail qui, au boulot, aborderaient un sujet critique de l'islam. Par exemple, je sais pas, ils sont autour d'un bouquin et ils parlent de la critique historique ou archéologique des premiers manuscrits coraniques divergents. Voilà. Donc c'est une critique de l'islam. Et là, leur collègue musulman, il arrive, parmi eux, il arrive voilà, au niveau du groupe, et il leur dit alors les gars, vous parlez de quoi ?» Et là, le groupe, il referme le bouquin, il le cache dans son dos, et il dit aux musulmans non, non, on parlait de rien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Là, le musulman, il va être surpris, il va être agacé. Il va leur dire
Mais je vous ai vu de loin. Vous parliez, vous discutez autour d'un livre. Ça avait l'air intéressant. Alors dites-moi, ça parle de quoi votre livre? Et là, le groupe à nouveau lui rétorque. Non, non, c'est rien, c'est des sujets, tu peux pas comprendre. On sait que tu es incapable de les supporter intellectuellement. Ça va te faire peur en fait. T'es pas assez fort mentalement pour écouter des idées différentes des tiennes. Alors on préfère en discuter entre nous, entre adultes posés, capables d'écouter des idées nouvelles. Mais ça ne te concerne pas. Franchement, les musulmans, vous vous sentiriez pas humilié qu'on vous traite comme ça? Qu'on vous traite comme des enfants caractériels, voilà, qu'il faut surtout pas contredire et avec qui il faut faire semblant d'être toujours d'accord avec un sourire de condescendance intellectuelle et du paternalisme en expédiant la conversation? Eh ben, c'est exactement ce que vous réclameriez en interdisant à un apostat de critiquer votre religion, qui vous traite comme des incapables immatures, incapables de supporter une conversation d'adulte, une critique ou des idées différentes des vôtres. Bref, je vous ai donné 3 exemples d'arguments logiques binaires que j'ai construits sous forme de dilemme ou d'analogie. 3 arguments qui sont capables d'aider vos interlocuteurs à se remettre en question, à, à donner une bonne image, une meilleure image des musulmans, à se challenger un peu intellectuellement et surtout évidemment à vous écouter et vous tolérer, vous les apostats de leur entourage. Alors avant d'aborder des questions de sécurité personnelle en cas de menace ou de violence, je vais vous parler d'une étape importante. Si vous êtes un ex-musulman secret qui se cache et malgré votre discrétion, malgré toutes vos précautions, eh ben, le secret de votre apostasie, il a fini par fuiter, tout le monde a fini par le découvrir, votre famille, vos amis, voilà, ce qui, et là ça arrive parfois à des ex-musulmans. Si vous êtes un ex-musulman qui cache son apostasie à tout le monde, ou alors ne l'a révélé qu'à un petit nombre limité de musulmans autour de lui, vous vivez a priori avec une peur quotidienne, la peur que votre apostasie soit connue publiquement un jour ou l'autre, parce que sans le faire exprès, vous l'avez dévoilé publiquement, ou bien un de vos rares confidents vous a trahi et l'a dit à d'autres gens, et la rumeur s'est finalement propagée à tout le monde autour de vous. C'est le sujet dont je parle dans le 6e chapitre de mon livre. Alors déjà, sachez que les gardiens de votre secret, les confidents à qui vous avez demandé de ne pas révéler publiquement votre apostasie, ils peuvent avoir rompu ce secret, mais pas nécessairement de façon malveillante, pas nécessairement dans le but de vous nuire. Voilà. Ça peut aussi leur arriver de commettre une erreur ou une imprudence. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez avoué avoir quitté l'islam uniquement à votre mère qui est âgée, qui n'est pas très à l'aise avec les technologies, et vous parlez quand même régulièrement avec elle par téléphone, par SMS. Elle peut très bien vous parler donc parfois de votre apostasie par SMS parce que ce sujet l'inquiète, elle vous pose des questions dessus. Et puis un jour, par inadvertance, votre mère, elle se trompe d'interlocuteur et elle envoie par erreur un SMS qui vous était destiné à une mauvaise personne, une autre personne de son répertoire, genre une amie musulmane à elle, qui en plus s'avère être la sœur de l'imam, allez, admettons. Et ce SMS, qui ne dit pas explicitement que vous êtes apostat, il est quand même compromettant parce qu'il donne quand même suffisamment d'infos pour en déduire votre apostasie. Par exemple, il y a écrit dedans bonjour mon fils, je t'ai fait de la harira, j'ai fait de la harira pour ce soir pour notre premier jour du ramadan, mais comme tu ne le pratiques plus, tu peux quand même venir en chercher ce midi pour en manger à la maison si tu veux. J'en ai fait une marmite pour toi, bisous, à plus tard. Voilà. Donc ça, c'est un SMS compromettant qui peut effectivement tomber par erreur sur la mauvaise personne. Ou alors un autre exemple, je vais reprendre également les SMS. Votre père musulman, c'est le seul qui connaît votre secret, voilà. Il est le seul à savoir que vous avez quitté l'islam. Et puis, je sais pas, un soir, il conduit sa voiture, il demande à l'ami avec lui, qui est son passager à côté de lui, de prendre son téléphone parce qu'il est en train de conduire, il a besoin que son ami envoie un SMS, il dit à son ami prends mon téléphone, envoie un SMS à ma place, dis à un tel qu'on aura un quart d'heure de retard avec lui, je sais pas, au restaurant ou chez lui, peu importe. Et là, l'ami de votre père, donc il est un peu trop curieux, ou alors il a mal cliqué quand il était dans les options, et bref, par hasard, dans le répertoire des SMS, eh ben, il tombe sur un début de SMS ou un SMS qui parle explicitement de votre apostasie. Mais il y a aussi d'autres types d'erreurs qui peuvent arriver. Par exemple, vous êtes un ex-musulman secret, mais vous êtes aussi un parent de famille. Voilà. Vous avez un enfant âgé de 7 ans
Et c'est pas facile, je pense, quand on est des enfants en bas âge, de porter les secrets de ses parents. C'est pas facile, surtout à, voilà, encore une fois, à 7 ans. Et donc, un jour, par erreur, votre fils de 7 ans, qui pourtant avait été bien sensibilisé au fait de faire attention, et ben votre fils de 7 ans, par erreur, il dit à ses camarades de classe que son papa, il fait pas le ramadan et il mange tous les midis pendant le ramadan. Et les camarades de classe de votre fils, ils vont le répéter à leurs parents qui vous connaissent. Voilà, vous, l'ex-musulman secret, qui pensez qu'il peut s'enfermer chez lui pour vivre un peu librement sa vie libre d'apostat, mais finalement non. Bref, tout ça pour dire qu'une erreur peut arriver, qu'une seule erreur peut suffire, et déjà votre apostasie secrète, elle peut fuiter. C'est horrible à dire, mais en fait, à partir du moment où vous avouez votre apostasie à ne serait-ce qu'une seule personne, vous vivez déjà avec le risque permanent que ce secret puisse fuiter, vous répartissez déjà le risque de votre secret entre davantage de mains que les seules vôtres, et la confidentialité de ce secret, elle ne dépend déjà plus de vous. Je vous donne un dernier exemple. Certains apostats mènent une sorte de double vie, on va dire, quand ils n'ont pas le choix. Ils se disent, quand je suis à la maison ou dans le quartier avec ma famille ou avec les musulmans qui me connaissent, je fais semblant d'être musulman. Mais quand je m'éloigne de mon quartier, de ma ville, et que je suis au boulot, au 34e étage de ma compagnie d'assurance à La Défense, devant mes collègues athées, ben je suis enfin moi-même. Voilà, je suis enfin non religieux et athée. Oui, mais ça reste que très, très risqué malgré tout de mener une telle double vie, même loin de votre quartier d'origine, surtout à l'époque des smartphones et des réseaux sociaux. Je vais vous prendre un exemple. Imagine, je sais pas, imagine tu es un ex-musulman, ton entreprise fait un pot de départ du plus ancien collègue ou du pionnier de l'entreprise, voilà. Et donc, un gros pot de départ, si vous voulez, exceptionnel. Il y a des photographes qui ont été embauchés pour l'occasion par l'entreprise, des photographes qui sont, comment dire, ils prennent des photos, ils sont là, ils se cachent pas, mais ils sont un peu loin, un peu discrets, on les oublie un peu avec le temps durant ce cocktail de départ pour saluer, je ne sais pas comment il s'appelle, on va dire Jean-Mi, peu importe. Voilà, et ce cocktail a lieu en plein jour durant le ramadan. Et imagine donc que les photographes, ils te prennent en photo, toi l'ex-musulman secret, loin de ta famille, loin de tes proches, en train de boire une coupe de champagne avec le soleil en arrière-plan, qui est vu à travers la fenêtre. Et ensuite, la photo, le jour même, elle finit sur la page Instagram officielle de l'entreprise pour communiquer sur le pot de départ de machin, là, qui a eu lieu en plein ramadan, et que ta femme musulmane à qui tu mens, ta voisine bavarde, ou qui adore les ragots, ou alors l'imam de la mosquée, il tombe sur ça. Donc, vous voyez, certains ex-musulmans qui se cachent secrètement de leur communauté musulmane, ils auraient aimé être enfin eux-mêmes loin de leur quartier, devant leurs collègues de travail athées, mais ils vont quand même faire semblant d'être musulmans, même loin de leur communauté, pour éviter ce genre de risque, ce genre de quiproquo, ou bien parce que, ça c'est déjà arrivé aussi, surtout si vous vivez dans une métropole où tout le monde va un peu partout, il y a d'autres musulmans qui sont sur le même lieu de travail, même s'ils ne viennent pas de votre ville, voilà, de la même ville que vous. On ne sait jamais. Si juste un seul musulman de votre entreprise, il discute pas avec vous par hasard et il dit «Ah, tu connais un tel de ton quartier, je le connais aussi». Et déjà, vous avez peur que potentiellement, il puisse découvrir que vous n'êtes pas musulman, vous dénoncer dans votre dos en racontant ça juste à un de ses proches. Voilà, il va dire bah écoute, je sais pas pourquoi tu me dis que Kamel est musulman, moi je suis au boulot avec lui, je le vois manger au réfectoire de l'entreprise chaque midi durant le ramadan. Alors parlons aussi d'un autre risque qui peut arriver. C'est le risque qu'un de vos confidents musulmans à qui vous avez demandé de ne pas révéler votre secret, eh ben, il le révèle quand même volontairement. Pas par méchanceté, pas par malveillance, pas par taquilla, ça n'a rien à voir. Mais il le fait à cause de la croyance islamique selon laquelle les ex-musulmans sont fous, sont envoûtés par un démon, sont possédés par le diable. Donc parfois, certains confidents musulmans, ils se sentent investis de la mission de sauver l'apostat qui a quitté l'islam contre sa volonté. Et ces musulmans vont alors tout répéter par derrière aux parents de l'apostat, ou à son frère, ou à son imam, même s'ils avaient promis de garder le secret, parce qu'ils vont se dire « Bon, c'est vrai, sur le coup, il va m'en vouloir, parce que j'ai trahi son secret. J'ai dit à sa famille qu'il a quitté l'islam alors qu'il m'avait dit de ne surtout pas le dire.
mais bon, quand même, ils vont l'aider à redevenir musulman, ils vont, comment dire, ils vont lui expliquer bien c'était quoi son erreur, ils vont le ramener à la raison, ils vont le ramener à son état normal, ils vont même l'exorciser. Et quand ils vont lui faire retrouver son état normal, car pour l'instant il est fou, à ce moment-là, il me remerciera de l'avoir sauvé. Et il me dira, putain, heureusement que tu m'as dénoncé pendant que j'étais fou, pendant que j'étais pas lucide. Vous voyez, c'est un secret trahi pour votre bien, voilà, pas par malveillance. C'est un secret trahi, encore une fois, à cause de la psychiatrisation des ex-musulmans dans leur communauté musulmane d'origine. Ils sont fous, ils veulent aller volontairement en enfer, on doit les sauver contre leur volonté. Voilà, c'est normal qu'ils se débattent, même quand on veut les sauver, ils refusent. Mais quand on les aura aidés, quand ils vont retrouver la foi en l'islam, ah là, ils vont bien nous remercier là, d'avoir insisté. Et enfin, comme dernière autre cause à laquelle je pense, comme dernier risque que votre apostasie secrète fuite et soit connue publiquement, tout simplement un risque statistique qui résulte de la loi des grands nombres et des probabilités. En gros, plus des gens connaîtront votre secret et plus il y aura un risque qu'une personne, euh, par inadvertance ou volontairement, fasse fuiter votre secret. Voilà. Si vous avez avoué votre apostasie à une seule personne de confiance, ce risque est très faible. Mais si vous l'avez dit à 50 personnes, à un moment donné, le risque qu'il y ait un bavard parmi eux qui parle, qu'il y en a un qui plus tard a changé de personnalité, s'est radicalisé, ou un qui vous aimait bien et finalement il vous aime plus et en plus il ne sait pas faire la part des choses. Voilà, il y a un risque que votre secret voilà, puisse fuiter, plus il y aura de gardiens de ce secret qui seront mis au courant voilà, de votre apostasie. Alors on va maintenant passer au sujet suivant. Admettons que vous êtes un ex-musulman ou une ex-musulmane et que vous avez subi des représailles, votre communauté vous a tourné le dos ou vous considère comme un pestiféré, voire vous avez subi des menaces ou des violences depuis que vous avez annoncé votre apostasie à vos proches, ou depuis que votre apostasie a été découverte publiquement, alors que vous avez tout fait pour la cacher. On va prendre un exemple basique. Votre famille vous rejette à cause de votre apostasie. Voilà, c'est un des premiers inconvénients qui arrivent le plus aux apostats, qui craignent le plus. Et la plupart de vos amis vous ont tourné le dos. Pas nécessairement parce que c'est des vilains islamistes, mais au moins à cause de la loi du ragot et de la réputation qui est très puissante dans les communautés islamiques en général et qui fait que pour ne pas salir sa réputation, voilà, ou être accusé de fréquenter un murtad, un apostat, un kafir, voilà, qui a trahi la communauté, qui critique l'islam, bah, vos proches ou amis musulmans, même si en privé ils vous aiment, eh ben, ils préféreront officiellement devant les autres vous fuir, vous éviter le plus possible. Sinon, on va raconter des choses sur eux et ça va salir leur réputation. Et encore là, je parle que d'un rejet, d'évitement, mais des apostats ont hélas vécu bien pire dans leur quartier, leur voiture ou leur boîte à lettres soudainement cassée ou brûlée depuis qu'on sait qu'ils ont quitté l'islam, les gens qui avant les saluaient, mais qui dorénavant ils les dévisagent quand ils les croisent, puis ils parlent dans leur dos, des agressions physiques aussi, notamment par des membres de la famille. Bref, beaucoup d'apostats comment dire, se sont parfois sentis obligés de fuir, de déménager. Ils fuient soit un climat hostile, soit carrément de l'insécurité physique. Ils ont fui dans une autre ville de France ou une autre région, ou souvent des apostats du monde musulman, du Maghreb, ils fuient leur pays, ils viennent s'installer en France ou dans un autre pays occidental. Mais déjà, les apostats menacés qui ont fui la pression familiale, le rejet communautaire, ou alors des menaces ou des agressions, ces apostats qui ont déménagé, qui sont partis vivre ailleurs, ils doivent faire face à un premier dilemme quand ils refont leur vie. En fait, comprenez que certains apostats préfèrent carrément couper les ponts avec toutes leurs connaissances passées. Voilà, et ne dire à personne où ils ont déménagé. Il y a certains ex-musulmans qui font ça parce qu'ils ont peur qu'une seule, même une seule personne inoffensive, qui peut-être est insouciante des risques, qui peut-être est trop bavarde, eh ben, elle dise un jour par inadvertance à son conjoint, à son ami ou à son voisin, ah oui, le fils de Youssef, ah ben, il est parti de la région il y a longtemps, il travaille à l'hôpital d'Amiens maintenant, il me semble. Vous voyez cette phrase totalement anodine, lâchée dans une conversation anodine, ah oui, le fils de Youssef, maintenant il travaille à l'hôpital d'Amiens, eh ben, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être le début de quelque chose que vous vouliez éviter, parce que cette phrase anodine, une personne le dit à un ami, qui ensuite le dit à un ami, qui le dit à sa mère, qui le dit à une amie, et en fait,
tout votre quartier d'origine peut potentiellement finir par le savoir. Et des gens à qui vous refusiez de dire où vous avez fui, ils pourraient connaître votre lieu de travail et donc, in fine, ils pourraient vous retrouver. C'est pour ça que des ex-musulmans, même en France, des ex-musulmans menacés ou agressés, même par une minorité, même par un petit groupe, eh ben, ils préfèrent souvent couper les ponts, voilà, avec tout le monde, avec tout leur passé, même leurs amis d'enfance, musulmans ou non, qui ne leur ont rien fait, qui leur feront rien, plutôt que de laisser le moindre risque, le moindre indice qui permettrait de les retrouver. Sachez par ailleurs qu'il y a parfois aussi des ex-musulmans qui n'osent pas avouer à leur famille qu'ils ont quitté l'islam et qui préfèrent fuir leur famille du jour au lendemain sans donner d'explication parce qu'ils considèrent que leur avouer l'apostasie, ça pourrait provoquer une crise cardiaque à leurs parents, ça pourrait rendre toute leur famille folle de rage et que passer pour un enfant égoïste et solitaire qui s'en va loin par ingratitude, par je m'en foutisme, sans rien dire, limite ça fera moins mal moralement à leur famille. Et pourtant, ça va quand même leur faire du mal à votre famille que vous abandonnez, même si vous êtes persuadé qu'ils sont radicalisés ou dangereux. Ils passeront toute leur vie de toute façon à vouloir prendre de vos nouvelles, à vous rechercher peut-être, voilà, en pensant que vous avez été embrigadé, parce que pourquoi sinon vous allez fuir du jour au lendemain? Ou alors que vous êtes enfui pour vivre une relation amoureuse interdite, ça c'est une suspicion aussi classique. Donc les ex-musulmans, si vous voulez, ils vivent avec ce dilemme, fuir ta famille, comment dire, sans lui avouer que tu as quitté l'islam et tu vas les rendre malheureux, tu vas les rendre dans l'incompréhension parce que tu t'es pas justifié, ou alors fuir ta famille en lui avouant que c'est parce que tu as quitté l'islam, et alors ils seront furieux contre toi, ils pourraient même chercher à te retrouver. Et ce dernier cas de figure, d'ailleurs, il concerne aussi surtout les femmes apostates, j'ai remarqué, surtout celles venant de familles patriarcales, avec des pères et frères misogynes, qui n'acceptent pas que les filles déshonorent la famille en quittant le foyer célibataire ou avec un petit ami non musulman et hors mariage, alors qu'ils avaient prévu, misogynie oblige, ils avaient prévu de marier leur fille à des hommes de leur choix et validés obligatoirement par eux. J'en parle d'ailleurs dans mon livre de ces sortes de crimes d'honneur, voilà, contre des mauvaises musulmanes, entre guillemets, ou des ex-musulmanes qui ont fui par amour de leur petit ami français, européen, non musulman. Tout comme je parle aussi dans ce livre des cas de réconciliation entre les apostats ayant fui et leur famille musulmane, avec le temps et la distance, qui parfois apaisent les relations, parce que évidemment les relations, les liens familiaux, c'est important. Je le rappelle, voilà, et j'aborde aussi cet aspect constructif dans mon livre, rassurez-vous. J'aimerais enfin, pour terminer sur ce point précis, donner un dernier conseil important aux ex-musulmans qui ont déménagé pour fuir leur communauté musulmane d'origine. Je voudrais dire à ces gens, je vous comprends, je sais ce que vous ressentez. Oui, vous avez été frustré pendant si longtemps de devoir vous taire, de devoir cacher votre apostasie quand vous étiez dans votre communauté islamique, d'où vous venez, vous deviez faire semblant d'être musulman, quand vous viviez parmi eux. Et vous vous dites, j'ai réussi à enfin fuir, enfin je recommence une nouvelle vie dans une nouvelle région ou un nouveau pays où personne ne me connaît. Il manquerait plus que ça, que je sois encore obligé de me taire, que je sois encore obligé de mentir, de me cacher. Alors je vais tout dire à tout le monde, à tous mes nouveaux voisins, je peux dire sans problème que je suis un ex-musulman et pourquoi je suis un ex-musulman. Je comprends cet enthousiasme, presque revanchard. Je comprends cette envie d'assumer que vous êtes un apostat de l'islam dans votre nouveau lieu de vie. C'est une envie normale et compréhensible. Mais si vous déménagez dans une nouvelle ville avec par exemple beaucoup de population musulmane, avec beaucoup de voisins musulmans, beaucoup de collègues de travail musulmans, beaucoup de parents d'élèves musulmans dans l'école de vos enfants, soyez prudents malgré tout. Surtout si vous vivez dans un pays comme la France où il y a eu des attentats terroristes islamiques réguliers commis au nom de l'islam, des affaires judiciaires comme celle de Samuel Paty, de Mila, pour rien, pour un dessin, pour une blague, pour une parole de quelques secondes. Donc, soyez prudents, surtout avec des nouvelles personnes que vous ne connaissez pas. La curiosité de vos nouveaux voisins musulmans à connaître votre vie privée et votre passé religieux, c'est moins important que votre sécurité
ou celle de votre famille. Ne recréez pas dans votre nouvelle ville le risque que vous avez fui auparavant. Un ex-musulman reconnu dans la rue comme étant une personne critique notoire, une personne critique qui critique l'islam publiquement et dont on connaît l'identité, le quartier, le lieu de travail quotidien où il se rend, ça peut vite faire une réputation, tant c'est un comportement rare d'oser critiquer l'islam dans l'espace public et à visage découvert. Même moi, en France, même moi, je fais ça uniquement sur YouTube ou en interview ou à la radio ou à la télé, par sécurité, mais pas dans l'espace public. Voilà, c'est en tout cas un comportement rare qui peut s'apparenter, hélas, à du militantisme politique anti-islam pour des gens dangereux, aussi minoritaires soient-ils parmi la communauté musulmane. D'ailleurs, j'ai mis dans mon livre, par exemple, une étude récente de 2020, pas si lointaine donc, une parmi tant d'autres, qui démontre le pourcentage non négligeable de gens radicalisés parmi la communauté musulmane en France. 18%, donc presque un individu sur 5, qui ne condamne pas les attentats terroristes qui ont fait tuer des journalistes faisant des caricatures sur l'islam. Charlie Hebdo. Ça les a pas, voilà, ils s'y opposent pas. Donc, près d'un sur 5 que statistiquement je peux croiser dans la rue penserait ça. Après, il ne faut pas s'étonner si la critique de l'islam par les ex-musulmans en France n'est possible que sur Internet en général. Ou alors, il faut vraiment être une grosse personnalité médiatique puissante et importante qui peut se payer des meetings avec une sécurité et dont la maison est gardée par la police. Bref, osez dire que vous n'êtes pas musulman, c'est bien. Expliquez à certaines personnes de confiance que vous connaissez que vous n'êtes plus musulman et expliquez pourquoi. Si vous vous sentez de le faire, faites-le si c'est possible, d'accord. Mais faire connaître à toute la population musulmane de votre nouvelle ville que c'est vous, l'apostat fraîchement arrivé, qui dit à chaque musulman croisé dans la rue, devant les grilles de l'école, des enfants, au boulot ou dans votre immeuble, tout le mal que vous pensez d'Allah, du Coran et de Mohammed, c'est autre chose en termes de risque. Il s'agit donc de bien évaluer ce risque quand on recommence une nouvelle vie sous sa véritable identité d'apostat. J'en parle au chapitre 8 de mon livre, dans lequel je développe bien davantage ce sujet, vous verrez. Et j'espère quand même malgré tout que de plus en plus à l'avenir, l'apostasie de l'islam sera suffisamment normalisée un jour et soutenue politiquement pour que la sécurité de tous les ex-musulmans à visage découvert soit garantie dans la loi et concrètement dans les faits, voilà, pour que plus personne parmi nous ne vive dans le danger et dans la peur. Et on va maintenant parler du total contraire, c'est-à-dire on va parler des ex-musulmans qui n'ont pas fui. Ils n'ont pas fui à cause de problèmes de moyens ou de possibilités, ou par contrainte politique ou familiale, ou par peur des conséquences. Bref, par nécessité de survie, ces ex-musulmans, ils peuvent dire à personne autour d'eux qu'ils ont quitté l'islam, et en plus, ils ne peuvent pas fuir. Donc, ils vont passer le restant de leur vie au milieu de leur communauté musulmane en faisant semblant d'être musulmans. Alors déjà, si vous êtes dans cette situation, et beaucoup d'apostats qui m'écrivent régulièrement par mail m'ont raconté leur histoire personnelle et me disent être dans cette situation, d'être obligés de faire semblant d'être musulmans au quotidien, ça veut donc dire que vous vivez en quelque sorte cette double vie dont je vous ai parlé, c'est-à-dire en public, devant les autres, vous faites semblant d'être musulman, pratiquant, donc vous êtes obligé de suivre les lois islamiques, les interdits alimentaires, voire l'obligation d'aller à la mosquée, de prier, l'interdiction d'écouter de la musique si vous êtes dans une famille très rigoriste de type salafiste par exemple. Et c'est donc seulement en privé, en cachette, que vous pouvez enfin être vous-même. Mais cette vie d'apostat secret a évidemment plusieurs conséquences importantes et graves. Déjà, si vous faites semblant devant tout le monde d'être toujours musulman, déjà, comment dire, ça veut dire que tous les gens qui vous connaissent, qui soient autour de vous, qui soient musulmans ou pas, que ce soit vos voisins, votre famille, vos collègues de travail, vos proches, tous ces gens, en fait, ils vous apprécient ou au contraire, ils vous détestent en raison d'une personnalité de façade qui n'est même pas la vôtre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est dur moralement de se dire, par exemple, que vos collègues de boulot athées, que vous adorez secrètement, qui font des blagues sur Dieu ou sur les religions à chaque pause,
eh ben, ils se taisent, ces collègues, quand ils vous voient arriver, parce qu'ils vous prennent pour un musulman. Ils vous prennent pour un musulman politiquement correct, prude, fragile, susceptible, alors qu'en réalité, vous adoreriez blaguer avec eux, des religions, vous adorez leurs blagues. Ces mecs sont drôles, ils sont super sympas en plus, mais vous perdez cette opportunité relationnelle amicale pour maintenir la façade de musulman officiel que vous montrez en public devant eux. Idem en amour, autre exemple, si vous êtes un apostat secret qui est obligé publiquement de se faire passer pour un musulman, admettons que vous avez rencontré durant vos études ou plus tard ou au boulot, vous avez rencontré une femme merveilleuse, vraiment. Elle hésite à se mettre en couple avec vous, mais elle est athée, elle connaît les horreurs contenues dans le Coran grâce à des militants apostats qui font la critique de l'islam sur Internet depuis de nombreuses années comme moi. Et donc l'islam, ça lui fait peur quand même. Surtout, elle ne veut pas éduquer ses futurs enfants dans l'islam, donc même si elle vous aime, à la base, ça va l'inquiéter l'avenir, ça va l'inquiéter le sujet de quel type de famille elle doit fonder, quelle éducation donner aux enfants. Et finalement, cette femme qui hésite, elle vous aime, mais finalement elle se mettra en couple avec un autre homme qui la rassure davantage sur ce sujet, qui lui garantit une vie de couple et une vie familiale sans contrainte religieuse, sans faire des semblants devant les beaux-parents. Et vous voyez, vous allez perdre l'opportunité amoureuse de votre vie parce que vous avez fait semblant d'être musulman devant elle. Bref, c'est ça la vie d'un musulman de façade. Sous le regard de votre famille, vous avez uniquement des sujets de conversation conformes à l'islam. Vous choisissez une carrière professionnelle conforme à l'islam. Vous choisissez un lieu de séjour de vacances conforme à l'islam. Vous mangez dans un restaurant conforme à l'islam. Vous orientez votre vie amoureuse en étant conforme à l'islam. Devant vos parents et vos beaux-parents, vous donnez une éducation à vos enfants conforme à l'islam. Donc faire semblant d'être musulman, ça vous condamne à agir réellement comme un musulman. Et donc vous subissez les contraintes de l'islam comme tous les croyants musulmans. Ensuite, il y a un autre problème psychologique terrible. En fait, un ex-musulman qui se force à jouer au pieux musulman devant les autres, devant sa famille, etc., afin que son apostasie ne soit pas démasquée publiquement, eh ben, il va alimenter, qu'il le veuille ou non, 4 liens relationnels malsains et immoraux avec son entourage musulman. Parce que d'abord, un ex-musulman secret, c'est un ex-musulman qui ment aux autres. Il se fait passer pour celui qui n'est pas. Il leur dit qu'il fait le ramadan, mais il mange en cachette. Il leur dit « Non, non, je ne peux pas vous accompagner à la mosquée, je vais prier à la maison. » Mais il ne prie pas à la maison. Il écoute de la musique en cachette dans sa voiture, sur l'autoroute. Donc une vie de mensonge permanent vis-à-vis de ceux qu'il est pourtant censé le plus aimer et respecter, attend l'ex-musulman secret. Autre problème, un ex-musulman secret, il risque d'en vouloir, au moins inconsciemment, à son entourage musulman. Parce que il doit être discret pour ne pas que les musulmans autour de lui découvrent son apostasie qui cache. Et donc cet apostat, il voit en le regard des musulmans qui l'entourent comme des regards potentiellement suspicieux, comme des regards de surveillance, même si les musulmans autour de lui, ils lui ont rien fait. Ils lui ont jamais demandé de mentir sur sa foi islamique. Mais un apostat secret qui n'est pas content quand il est dans la même pièce qu'un de ses proches musulmans et il se dit vivement qu'il parte, que je puisse faire mon activité non islamique que je voulais faire, que je puisse manger le plat non islamique que je voulais manger. Rien que cette pensée déjà, c'est la pensée de quelqu'un qui sent une sorte de flicage communautaire. Autre problème encore, l'ex-musulman secret qui donc fait semblant d'être musulman parmi les musulmans de son entourage, il a peur des conséquences si jamais il découvre qu'il a quitté l'islam. Il a peur d'être jugé, critiqué, dénoncé. Voilà, l'ex-musulman secret en fait qui se cache parmi sa communauté entre guillemets, c'est un ex-musulman qui quelque part a peur des musulmans qui l'entourent. Et enfin, le quatrième problème psychologique avec lequel vivent les ex-musulmans secrets, vis-à-vis de leur entourage islamique, c'est l'appréhension et la honte. Si jamais, évidemment, ça se sait que c'est des ex-musulmans. Ils ne veulent pas décevoir les proches musulmans qu'ils ont. Si jamais la vérité éclate, ils ont peur de perdre leur confiance, leur amour, leur respect voilà, de leurs parents musulmans, frères et sœurs musulmans, amis musulmans. D'ailleurs, comme je l'explique dans mon livre, un apostat qui, par exemple, quitte l'islam à l'âge de 20 ans, il peut limiter la casse socialement. Il est au début de sa vie,
il peut partir étudier loin de sa famille si sa famille est compliquée, il peut s'installer dans un endroit sûr et sécurisé où la loi et la justice sont un peu plus de son côté, il peut se choisir une future femme et un futur métier compatible avec le véritable lui, avec son apostasie. Mais imaginez, et ça arrive, l'apostat, enfin l'ex-musulman tardif, voilà, qui découvre tardivement, il perd la foi tardivement, il quitte l'islam très tard, et croyez-moi, j'en ai reçu des fois des messages de gens ex-musulmans, nouveaux ex-musulmans à l'âge de 40 ou 50 ans. Imaginez un nouvel ex-musulman qui, je sais pas, à 48 ans, à 50 ans, il se découvre ex-musulman, mais en fait, il est coincé de toutes parts socialement. Déjà, il vit dans un appartement, dans un quartier islamisé. Il a une épouse musulmane très pratiquante depuis 30 ans. Il a des enfants jeunes adultes, tous musulmans, très croyants. Ces enfants, ils ne vont rien comprendre si du jour au lendemain, il leur dit alors en fait, tout ce que je vous ai inculqué durant les 20 premières années de votre vie, finalement c'était faux. Ils ne vont rien comprendre. Ajoutez à cela que cet apostat de 50 ans, il travaille dans une entreprise islamique. Son patron, c'est son beau-père. Celui qui lui loue l'appartement, c'est aussi un musulman. Il a entouré uniquement, il s'est choisi que des amis musulmans toute sa vie, donc il a que des amis musulmans. Bref, le mec, il est cerné de relations islamiques dans tous les aspects de sa vie sociale. Famille, amis, emploi, logement. Il a plus à perdre, voilà, s'il veut faire voler en éclats tout ça, tout cet équilibre social autour de lui, si du jour au lendemain, il leur avoue à tous qu'il a quitté l'islam. Donc c'est plus compliqué, ça aura plus de conséquences s'il doit révéler publiquement son apostasie. Voilà les amis, je pense que mon exposé qui vous présente l'arbre de toutes les possibilités de choix de vie qui s'offrent aux ex-musulmans est à présent complet. J'ai essayé de vous décrire vraiment les avantages et les inconvénients, les opportunités et les risques de chaque étape de la vie sociale d'un ex-musulman du début à la fin. On a vu comme constat de départ que c'est interdit de quitter l'islam pour les ex-musulmans, tant légalement par des lois religieuses et nationales que par la pression communautaire, même en Europe ou en France. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'islam, l'honneur familial et la réputation sont deux concepts sociaux importants qui servent à chasser, à détecter les comportements déviants ou les tentatives d'émancipation en dehors de la communauté musulmane. On a aussi vu qu'un ex-musulman passera pour un fou, un traître ou une marionnette manipulée par le diable ou par le destin s'il veut essayer d'expliquer son apostasie à ses proches musulmans. Et même s'il se tait et qu'il n'avoue pas son secret, la plupart des apostats, ils peuvent finir par se faire démasquer s'ils cessent leurs pratiques religieuses. On a aussi vu que les ex-musulmans, ils doivent se mettre dans les meilleures conditions pour annoncer à leurs proches qu'ils ont quitté l'islam, être indépendants financièrement de ceux à qui ils vont annoncer leur apostasie, l'annoncer si possible dans un cadre légal occidental où la loi est davantage de leur côté. C'est évidemment moins difficile que de l'annoncer dans le monde musulman où c'est un crime, mais ça reste quand même difficile à annoncer, même en France malgré tout. On a vu ensemble également durant cette vidéo qu'il faut trouver le juste discours, voilà, pour l'annoncer à ses proches et les sensibiliser au fait de ne pas subir de rejet ni de représailles. Voilà. Il faut se préserver des menaces, du chantage moral, des rumeurs. Et pour les ex-musulmans qui ont été obligés de fuir, il faut reconstruire une nouvelle vie en évitant de commettre des erreurs dans ses nouvelles relations sociales, de son nouveau lieu de vie, pour ne pas recréer, là où on a déménagé, le danger de l'endroit qu'on a fui. Et de façon inverse, l'ex-musulman qui au contraire ne peut pas fuir et doit passer le restant de ses jours hélas à faire semblant d'être musulman au milieu de sa communauté, il sera condamné à vivre une double vie, officielle et secrète, voilà, à montrer de lui une personnalité qui n'est même pas la sienne, à être faux avec ses proches et à vivre dans la frustration et la peur permanente. Eh bien écoutez les amis, j'espère que ce long exposé qui aborde la question des relations compliquées, voire conflictuelles entre les apostats et leurs familles musulmanes, leur entourage musulman, j'espère que cet exposé qui reprend des idées fortes de la plupart des chapitres de mon nouveau livre vous auront intéressé et vous auront donné envie de découvrir ce livre Ex-musulman, le guide de survie, qui est différent de mon livre précédent Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Il est complémentaire, mais dans ce nouveau livre, vous le verrez, c'est vrai, je raconte
les problèmes vécus par les ex-musulmans avec leur communauté musulmane, mais selon une analyse sociologique, selon un angle psychologique. Donc c'est une nouvelle méthode analytique pour moi que je vous propose à travers ce livre. Ce livre, c'est un guide dans lequel je propose beaucoup de conseils qui intéresseront les ex-musulmans en difficulté avec leur famille, voilà, que faire, qu'éviter de faire. Ce livre est aussi une manière pour moi de raconter, de faire découvrir au public non musulman, au public occidental, ce que ça fait d'être un ex-musulman, ce qu'on ressent, voilà, de se sentir incompris par sa communauté musulmane, avec l'accusation de trahison et de déshonneur qui pèse sur vous si vous rompez avec l'islam, voilà, pour vivre votre vie librement. Et enfin, je pense que ce livre pourrait même aussi intéresser des musulmans qui veulent comprendre le point de vue des apostats, qui est beaucoup plus subtil et logique que ce que leur religion en dit. Bref, je vous raconte tous ces sujets et bien d'autres dans ce livre Ex-musulman, le guide de survie. Pour rappel, disponible sur Amazon et mon site internet magidoukacha.com. Les liens sont dans la description pour ceux qui veulent le lire ou le commander pour me soutenir ou le partager avec leurs proches à qui faire découvrir la cause des apostats. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, cette longue vidéo. Abonnez-vous afin de ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très vite les amis. Ciao.